Face à l'expert, avec la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Bienvenue dans Face à l'expert. Pour connaître la vraie valeur de la santé, il faut avoir été malade. C'est avec cette citation que nous ouvrons le débat autour de la plus inestimable des richesses de tout un chacun, ce qui pose et suppose évidemment une spirale d'interrogation sur le système de santé au Maroc, sur la notion même de la santé ainsi que sur la stratégie appliquée autour de l'offre. Il est vrai que la demande est exponentielle en raison notamment de l'évolution démographique dans notre pays. Et pour en parler, nous sommes avec Si Ahmed Bennana, directeur général du site Rabat de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Professeur Bennana, bonjour. Bonjour, c'est Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, d'emblée, on va dire, comment présenter aujourd'hui les grandes politiques, on va dire, de la politique de la santé dans notre pays? Oui, merci d'abord pour votre invitation. C'est toujours une occasion aussi de jeter la lumière. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Et donc c'est une occasion encore une fois de reparler de ce grand chantier justement qui a été lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui est donc relatif à la généralisation de la couverture sociale et puis à la couverture médicale en particulier. C'est un chantier qui venait d'ailleurs d'être évalué. Beaucoup de choses ont été faites et du chemin encore reste à parcourir justement pour atteindre les objectifs visés par ce grand chantier. Mais toujours est-il aujourd'hui que nous assistons quand même à la déclinaison des principaux piliers. Donc aujourd'hui, par exemple, si l'on prend l'exemple de l'élargissement de l'offre de soins, on voit un peu fleurir un certain nombre de structures de soins de tailles différentes, un peu partout dans le royaume. Tant mieux pour le citoyen, parce que ça permet de rapprocher la technologie aux citoyens. Des structures aussi imposantes, comme celle que nous sommes en train justement d'ériger, on en parlera peut-être par rapport à la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, conformément justement à une logique de maillage géographique, territorial, et qui colle avec justement cette logique territoriale. Et ça nous amène justement au deuxième volet qui est donc le modèle de gouvernance avec ces groupements sanitaires territoriaux. Nous avons à peu près la même logique normale parce que nous poursuivons justement les mêmes objectifs que l'État en termes de la santé. Nous sommes un peu le prolongement aussi de l'action publique par rapport à la santé. Et donc c'est toute une dynamique que nous voyons s'accélérer. La digitalisation, vous voyez un peu le nombre de smart hôpitaux, justement la pénétration de la technologie numérique particulièrement, et donc ça aujourd'hui personne ne peut le nier. Reste à mettre tout ça justement dans un moule un peu plus adéquat pour justement pouvoir atteindre des objectifs qui sont voulus et attendus. On en est où aujourd'hui dans le domaine de la souveraineté, j'allais dire, au niveau de la santé, parce que cela nous renvoie quelque part là aussi à l'échéance 2030 pour la refonte justement de tout ce système-là. Alors, la souveraineté, c'est un terme un peu général, mais qui va englober plusieurs, justement, aspects qui représentent les différents axes de cette souveraineté. La souveraineté sanitaire suppose déjà que nous puissions un peu s'occuper nous-mêmes de tous les aspects, justement, qui sont liés à la santé, que ce soit en termes de diagnostic, de thérapeutique ou autre, mais aussi, et pas que, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, tout faire, c'est peut-être difficile ou compliqué. Et je ne pense pas que tous les pays puissent être justement capables de tout faire. Parce en un laps de temps aussi court, surtout. Surtout, mais même les pays, moi je parle des pays qui sont très développés, qui nous ont un peu précédés et qui se disent autonomes et justement capables de tout faire. La crise Covid l'a bien démontré, plusieurs pays qu'on croyait vraiment autonomes dépendaient justement Mais comment expliquer ce sursaut, professeur Bennana, justement, quant à la volonté de faire toute une fixation sur la souveraineté
au niveau de la santé. Ouais. C'est pas étonnant si on voit le développement du Maroc et la position qu'il est en train de prendre sur toutes les dimensions. À partir de là, au bout d'un certain moment, surtout quand on s'ouvre sur une coopération sud-sud, le Maroc a pris la responsabilité de s'autonomiser, mais aussi d'autonomiser les pays africains dans une logique justement win-win. Et donc aujourd'hui, tous les ingrédients sont là, Dieu merci, parce que vous le voyez sur l'infrastructure déjà, ne serait-ce que routière par exemple, sur la révolution, j'allais dire même pas l'évolution d'un certain nombre d'aspects de l'administration marocaine. Et ça, tout simplement, moi je le dis, c'est qu'on a brisé quand même une barrière qui est peut-être technologique, probablement financière. Le Maroc n'a pas beaucoup de ressources, mais une bonne gouvernance, une bonne gestion. Et je pense aussi que c'est un grand saut psychologique, parce qu'il y avait une barrière psychologique qui faisait que nous étions plus ou moins auto-freinés pour le développement. On a compris que le Marocain peut, et moi je fais toujours le parallèle avec le foot, on ne croyait pas que le Maroc pouvait devenir le 4e du monde, et maintenant c'est le cas. Et là, je me permets, si tu permets, si Chaïb, juste pour, peut-être ça répond quelque part à ta question, mais aussi ça reflète peut-être un état d'esprit qui a peut-être changé. Avant, vous savez, les pays qui sont développés, qui produisent, qui fabriquent, qui produisent de la technologie, par exemple, ils se disent, ils ont un mindset qui est le suivant, ils se disent, ce que tout le monde sait faire, c'est une honte qu'on ne sache pas le faire. N'est-ce pas ? Et ce que personne ne sait faire, c'est une bonne opportunité de le faire pour se positionner. Ils se retrouvent à tout faire. Contrairement à l'opposé d'une mentalité assez ancienne, où on disait ce que tout le monde fait, c'est pas la peine de le faire. Ça la renvoie un tout petit peu à la réflexion de Churchill à un moment donné, qui disait personne n'était capable de le faire. Tout le village pensait que c'était impossible de le faire, jusqu'au jour où quelqu'un est arrivé, il ne savait pas que c'était impossible de le faire et il l'a fait. Exactement, voilà. Exactement. Et je pense que le Maroc est dans cet état d'esprit. Alors cet état d'esprit, effectivement, qui a beaucoup évolué, reste la question de la réflexion au niveau de l'organisation, là aussi. C'est vrai que la refonte est d'ampleur. Voilà, comment cela se passe au niveau de la réorganisation de la chose, on va dire? Alors, sur un plan national, la réorganisation, donc c'est ce que je disais, c'est essentiellement ce modèle de gouvernance avec cette organisation territoriale qui va un peu amener de la proximité, mais aussi amener la décision pour qu'elle soit adaptée aux régions. C'est juste pour simplifier un peu le modèle. Et donc, cette réorganisation est là. Et l'élément essentiel aussi à prendre en compte, c'est ce partenariat public-privé dont on parle et qui devient inévitable, ne serait-ce que pour mutualiser les moyens et les ressources humaines, sachant toute la pression exercée sur le potentiel humain marocain, n'est-ce pas? Et donc, moi je parlais toujours de partenariat public-privé. J'ai eu l'occasion d'en parler pour dire que nous n'avons pas besoin uniquement d'un partenariat public-privé, parce que quelque part, sur des actions sporadiques, il existe. Nous avons, quand j'étais à Casa, et donc grâce à la clairvoyance un peu du directoire de la fondation, nous avions créé les centres de proximité, de santé de proximité au profit des populations défavorisées. Vous connaissez le centre Abdelrahman, le centre de Oulad Salah, mais c'est un bon modèle de partenariat public-privé. Mais ça reste des PPP, enfin des partenaires publics-privés. Nous on veut des PPP, les 4 P, c'est un partenaire public-privé permanent et durable. Mais est-ce que justement cette notion de PPP, en ajoutant encore un autre P, est-ce que cette notion est véritablement ancrée dans les esprits, surtout dans le domaine de la santé? C'est pas évident. C'est pas évident, ça explique un peu la lenteur, si on peut dire, à se mettre en place. C'est juste qu'au début, on en parlait, mais on ne savait pas sur le terrain comment ça pouvait se déployer. Maintenant, par la force des choses, les choses commencent à plus ou moins à s'imposer quelque part, parce que déjà tôt ou tard, par rapport, comme je disais, à la ressource humaine, au potentiel humain, moi je le dis toujours à chaque fois, je préfère parler de potentiel humain. Il faut voir en l'humain un potentiel, pas une ressource, parce que ressource rime avec exploitation, à former et surtout à motiver et à intéresser pour le garder. Donc aujourd'hui, ce partenariat public, pour revenir à votre question, est en train de s'installer de fait, il est imposé. Maintenant, ce qu'on peut faire de manière un peu anticipative, c'est
d'aller vers les leviers, vers des outils qui puissent un peu dynamiser ce partenariat public-privé et aller vraiment de manière très rapide vers les grands objectifs voulus par ce partenariat public-privé. Notre rêve, c'est de pouvoir, par exemple, dans une zone reculée où un praticien n'a pas accès à une technologie innovante ou à un moyen de diagnostic innovant, qu'il puisse utiliser les ressources soit du public, soit du privé, du secteur privé, et inversement, le secteur public, là où les cliniques et les structures de soins sont présentes, que le secteur public puisse profiter de la prestation et de l'action justement du privé. Je pense que ça va venir de fait, sauf que si on anticipe, on va gagner énormément de temps dans l'intérêt bien sûr du patient, et c'est ce que un peu on en parlera, la Fondation Mamtis des sciences de la santé est en train justement d'ancrer dans les esprits, de servir de modèle pour briser cette barrière psychologique. Justement, quelle est la valeur justement de cette fondation? Qu'est-ce qui sera amené par la force des choses à changer indubitablement dans la pratique, dans les esprits, dans la façon de faire, dans la vision justement des praticiens, des scientifiques, parce que je pense que cela va évoluer d'une manière ou d'une autre. C'est déjà le cas. Ouais, vous avez cité l'exemple de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé, c'est déjà le cas. D'ailleurs, vous savez que la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé est une fondation à but non lucratif, dont le président d'honneur n'est autre que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et que justement le président directeur général ainsi que le directoire déploient un peu toute la vision, mais de manière très agile et très rapide. Et je viens à ce modèle justement qui est assez innovant dans le modèle de gouvernance, parce qu'aujourd'hui l'agilité est une denrée importante, est un ingrédient, si je peux dire, important. Nous avons une organisation très agile. La vision donne naissance à des objectifs, et ces objectifs en fait sont discutés dans le cadre d'un directoire, puis dans le cadre d'une commission hospitalo-universitaire, et laquelle commission hospitalo-universitaire puise toutes les informations terrain avec une remontée depuis les assemblées de référents, les comités de direction des structures, vers donc cette commission hospitalo-universitaire, et donc on allie un peu et très rapidement toutes les données de la réalité terrain aux données de la vision stratégique. Donc il n'y a pas de dissociation entre la vision et le terrain, et ça permet un déploiement très rapide. Moi je dis toujours, on a les deux A, les deux I et le S. Nous sommes agiles, donc cette agilité c'est celle-ci dont je parlais, et nous sommes autonomes. On a une autonomie, que ce soit à l'échelle des entités, que ce soit à l'échelle des régions. On parlait de mon nouveau poste qui est donc le directeur général du site Draba. Ma valeur ajoutée, c'est d'apporter un peu une intégration de la recherche, de l'enseignement et des soins, une synergie, une intégration, tout en laissant quand même de l'autonomie justement à ces directeurs qui sont très compétents dans leur domaine, qui font leur travail. Donc c'est comment cette fondation a amené le moyen d'allier cette autonomie et cette agilité. Les autres I, en fait, c'est tout simplement l'intégration. Donc nous sommes un écosystème intégré, comme je disais, on intègre la recherche, les soins et la formation. Et nous sommes innovants, ça nous permet d'aller vraiment en devant quand on parle de l'hôpital de demain, on dit que c'est l'hôpital de demain aujourd'hui. Et donc on est un peu à l'avant-garde de la technologie. Le modèle aussi si je peux me permettre, mais très rapidement, parce qu'il y a énormément de volets, hein, donc la question est complexe, mais j'essaie un peu de donner quelques exemples. Rien que sur la dimension potentiel humain. Aujourd'hui, le modèle de la Fondation est un modèle très innovant, parce que, en fait, motiver et retenir nécessitait quand même un modèle organisationnel, justement par rapport à la gestion du potentiel humain, des grilles de rémunération, mais pensées de manière très intelligente, un système justement de promotion interne. C'est-à-dire que quand on rentre, on a un plan de carrière, on a une visibilité et on sait si on fait tel ou tel progrès. D'ailleurs, lequel progrès est assuré par la formation même en interne, grâce à la simulation, grâce à la formation justement innovante. Tout est digitalisé en formation, de la réalité augmentée, etc. Et donc, on fait monter en puissance et on permet aux gens justement d'accéder à des postes et à des fonctions encore plus importantes, et ils peuvent encore une fois ramener leur expérience terrain et la déployer. Et surtout, ça permet
aux gens d'avoir une motivation, une fierté aussi d'appartenir à cet écosystème. Et on voit que le résultat est important et ça permet de retenir et d'être attractif, même pour la diaspora marocaine. Voilà, justement, j'allais vous poser la question. C'est effectivement cette politique, est-ce qu'elle permettra peut-être du jour au lendemain d'assécher un tout petit peu le flux de la fuite des cerveaux, peut-être même les faire créer une sorte de courant inverse. Voilà. Ben, ce flux inverse, nous, on commence à le sentir au niveau de la Fondation. C'est pourquoi, si on évalue ce modèle, on pourrait dire qu'il y a quand même des leviers et des ingrédients à généraliser. Parce qu'aujourd'hui, à passer une petite période justement de transition, quand on a annoncé que le Maroc est ouvert justement au potentiel marocain à l'étranger, il y avait quand même une hésitation. Et puis même les gens critiquaient un peu, ils disaient oui, mais ceux qui vont venir, c'est uniquement le 3e ordre, 4e ordre de praticiens. Mais aujourd'hui, il y a une réticence qui a été vaincue et aujourd'hui, on est très sollicité par le potentiel marocain à l'étranger pour venir soit à temps partiel, soit à temps plein exercer au Maroc et même ramener de l'expertise et de l'innovation. Partout où on est passé, on ne reçoit que des demandes justement d'intégrer les structures de la Fondation. Je dis que c'est quelque chose quand même à modéliser parce que ça peut être aussi la solution pour retenir et pour attirer un peu notre potentiel. Mais c'est vrai que le chantier, la vision en elle-même, elle est gigantesque. Cela exige évidemment une certaine responsabilité en termes de production de médicaments, de produits pharmaceutiques. Qu'en est-il maintenant des besoins à combler, aussi bien justement en matière d'approvisionnement, peut-être de produits pharmaceutiques, aussi en matière de consommables médicaux, j'allais dire? Alors, est-ce que ça va tenir la route? D'ailleurs, vous savez que l'agence du médicament vient d'être créée, vient d'être opérationnalisée. Donc, cette agence va permettre très certainement justement de pointer du doigt là où les changements doivent se faire pour justement pallier un certain nombre d'insuffisances, mais je ne sais pas si le terme est exact, mais bon, c'est pour dire que quand même il y avait une insatisfaction quelque part, des pénuries ressenties par-ci, par-là, mais je pense que la stratégie globale par rapport à l'aspect disponibilité, approvisionnement et gestion justement des aspects économiques liés aux produits de santé vont se résoudre avec l'agence qui a quand même, par rapport à l'ancienne DMP, une marge de manœuvre étant une agence et avec une grande autonomie et avec justement un conseil d'administration, je ne sais pas si vous avez vu le document, dans lequel il y a des gens qui sont connus et reconnus pour leurs compétences dans le domaine de la pharmacie. Il n'y a pas que le directeur de l'agence, mais il y a derrière un excellent justement conseil d'administration. Et donc ça, c'est le volet justement agence du médicament et tout ce qu'elle peut apporter. Maintenant, par rapport à la souveraineté, le Maroc, il faut savoir que l'industrie marocaine, depuis longtemps, pas que maintenant, était capable de produire les 100% de produits dont le Maroc a besoin. En fait, la production avoisine les 80%, mais il faut dire que les 20% qui ne sont pas produits, c'est juste peut-être qu'il serait économiquement plus intéressant de les importer plutôt que de les produire. Et donc, surtout si avec le volume de consommation qui n'était pas très important, et alors que maintenant, on va voir que le volume de consommation va augmenter. J'aimerais bien juste apporter un élément que j'estime important. La Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé est partenaire justement de l'AIM. Donc vous avez vu un peu sur les médias, on a été adopté. L'AIM, c'est l'Association internationale de la mutualité. Et donc on est membre coopérant de l'AIM maintenant, officiellement. On a été élu à l'unanimité à Bruxelles, chose qui était extraordinaire. C'est un excellent, encore une fois, positionnement du Maroc. Il faut savoir que la mutualité du Maroc est très présente et très puissante à l'international. Ça, les gens ne le savent pas. Et donc on a été donc retenu à l'unanimité. Et j'étais parti représenter justement le Maroc à Dakar, quand ils ont parlé de souveraineté africaine liée justement aux médicaments et à l'industrie pharmaceutique. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, parlons du volume de production, nous pouvons aujourd'hui produire pour le marché marocain, mais aussi pour tout le marché africain. Ouais. Et ils sont demandeurs. Tous les pays qui étaient là étaient unanimes, c'était sur le rapport final, qu'aujourd'hui le Maroc a une grande avancée sur le plan de l'industrie pharmaceutique, faisant de sorte que le Maroc produise pour le Maroc et pour l'Afrique, et que l'Afrique pourrait même fournir les matières premières. Vous voyez un peu toute la dynamique et la perspective qui s'enclenche et qui est très très visible et réelle et réaliste. Et puis il y a la donne, le défi de la télémédecine. Quelle est sa dimension aujourd'hui?
au niveau de ce qui se prépare, justement, et surtout en ce qui concerne les patients qui ne sont pas obligatoirement destinés à être hospitalisés, par exemple. Oui. Alors, la télémédecine, il n'y a pas très longtemps, on en parlait pour les zones qui sont éloignées, reculées, pour les gens qui ont une mobilité réduite, etc. Mais aujourd'hui, la télémédecine va au-delà de cet aspect, parce que l'hôpital, si on prend l'exemple de l'hôpital, est un lieu pour lequel les places et les positions sont à optimiser. Aujourd'hui, il est inconcevable d'hospitaliser quelqu'un pour des soins qu'il peut faire à domicile. C'est toute une culture là aussi, tout à fait, voilà, tout à comprendre. Tout à fait. Heureusement, malheureusement, il y a maintenant une prise de conscience. Il y a eu la connaissance, aujourd'hui c'est la prise de conscience, et les gens deviennent de plus en plus demandeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vient pour, par exemple, je prends un exemple simple, on vient pour des soins post-opératoires. On est obligé, on est sorti, on s'est fait opérer, on est sorti, on est parti chez nous. Alors on revient pour des soins. Alors ces soins peuvent se faire bien à domicile, soit à travers une unité hospitalière, et là je vous dirais pourquoi l'unité hospitalière peut être intéressante, parce qu'avec les moyens de télémédecine, la visite est un moyen pour le médecin de contrôler l'état du patient, pas uniquement faire un soin, chose qu'il peut faire à distance, moyennant justement les outils aujourd'hui qui sont numériques, qui sont mis à la disposition. Ce qui peut aider beaucoup aussi au désenclavement des régions, vous l'avez évoqué il y a un instant. Tout à fait, désenclavement des régions, mais c'est aussi très important pour les médecins qui ne seraient pas spécialistes, qui seraient dans certaines régions, qui pourraient être accompagnés par des professeurs universitaires dans leur diagnostic, dans leur thérapeutique. Et ça, donc, c'est quelque chose de fondamental, mais on y arrive par la force des choses. Aujourd'hui, la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé développe tout un département, justement, parce que vous savez que l'hospitalisation à domicile au Maroc n'est pas encore réglementée. Par contre, les soins à domicile, si on peut permettre, justement, aux patients, comme je disais, de faire le déplacement vers l'hôpital inutilement, parce qu'il va juste encombrer un espace de consultation, choper ou participer à la diffusion d'infections, n'est-ce pas? L'hôpital étant un hôpital où la pression justement et le risque infectieux est très présent. Et donc ce mindset, ce changement de paradigme, de mentalité est en train de s'installer de fait. À nous de l'accélérer, à nous de mettre les moyens de le faire connaître et de faire connaître un peu tous les avantages que ça peut apporter. Professeur Benana, que nous réserve demain en termes de nouvelles professions, toujours dans ce domaine-là, et surtout des débouchés dans les hôpitaux, dans les cliniques? Est-ce que ces besoins ont été véritablement quantifiés? Alors, avant de parler peut-être de besoins numériques et quantitatifs, aujourd'hui, on voit qu'on y arrive, déjà le praticien marocain, le modèle du praticien marocain est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, on va vers les hyper-spécialités, les micro-spécialités. Avant, quand on disait un cardiologue, ça englobait un certain nombre tout un certain nombre de disciplines. Aujourd'hui, on va vers des disciplines plus pointues. Une évolution justement par rapport à la spécialité, mais une évolution aussi par rapport aux outils et moyens diagnostiques et thérapeutiques de cette spécialité qui évolue en parallèle. Aujourd'hui, on peut parler de l'IA par exemple, qui est là et qui va, si vous voulez, encore amener de la précision et de la prédiction dans les prises en charge des patients et dans les traitements. Et la question est, quand vous savez, comme à chaque fois qu'il y a un changement et il génère des craintes, les gens croyaient que l'IA, moi je dis personnellement à tort. Quelle est un peu la place de l'intelligence artificielle? Parce que la tendance là aussi, quelque part, à façonner aussi bien les esprits que les actions en elles-mêmes. Alors, moi je dis que l'IA est un moyen d'aide à la décision. Aujourd'hui, quand vous vous faites aider par un logiciel ou par une machine pour faire un acte, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, c'est simplifié par l'IA. L'humain, moi je dis toujours que l'IA ne remplacera pas l'humain, mais elle rendra les soins plus humains. Parce qu'aujourd'hui, le médecin réservera et les soignants en général, toute leur énergie justement à se rapprocher du patient, à mieux le comprendre. On en parlera peut-être parce qu'il n'y a pas que le soin. Il y a tout l'environnement du soin. Et je pense que c'est une excellente chose que l'IA est là. Et on va l'intégrer tôt ou tard. Enfin, c'est déjà le cas. Elle est déjà intégrée dans les diagnostics. Elle est intégrée aussi dans la gestion même des ressources. Vous savez que
avec l'IA, vous pouvez prédire, par exemple, les pics d'hospitalisation et donc organiser vos shifts de personnel, etc. Donc c'est pour dire aujourd'hui que c'est des outils, l'IA est importante, intéressante, et on va l'intégrer, on commence à l'intégrer. L'hôpital que j'ai l'honneur et le plaisir de participer à son ouverture aujourd'hui à Rabat, vous allez voir que c'est un smart hôpital et il intègre très 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 fortement l'IA, des aspects de robotisation. Justement, qu'on en parlera. Comment vous voyez l'IA, franchement, dans les années à venir, surtout au niveau de la fondation? Évidemment, si elle est exploitée rationnellement, j'allais dire avec raison, est-ce que cela peut révolutionner d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou non peut-être, oui. Voilà, la façon de travailler, les diagnostics médicaux, peut-être un peu l'intelligence humaine. Voilà, c'est la question qui se pose d'une manière ou d'une autre, surtout dans ce métier, dans le métier médical. Aborder l'histoire de la question de l'IA est très intéressant à plusieurs titres, parce qu'elle va nous permettre d'aborder et de citer un certain nombre de choses que j'estime pertinentes. Aujourd'hui, l'IA, j'ai dit, elle s'impose, elle est là. On va utiliser l'IA pour justement augmenter notre intelligence et augmenter un peu notre manière, comme je disais, de prédire et de maîtriser certaines pathologies. Mais aujourd'hui, toute la technologie qu'une structure hospitalière embarque intègre l'IA. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle se base sur quoi? Elle a besoin de données, n'est-ce pas? Et donc, ça nous envoie vers la gestion justement de la data et de la souveraineté sur la data. Et donc, si l'IA elle augmente son potentiel en fonction de nombre d'informations et de données existantes. Donc, vous allez trouver l'option IA dans toutes les technologies, dans tous les équipements, mais à nous justement de l'exploiter de manière pertinente en fournissant. Et maintenant, grâce au système d'information, grâce à la gestion numérique des données, toutes ces informations vont être à la disposition justement de ces équipements dotés de cette IA pour pouvoir justement nous permettre d'être performants et par rapport justement à la prise en charge de nos patients. L'IA est présente dans la formation, dans la recherche, comme dans le soin. Donc c'est aujourd'hui une donnée que nous intégrons. Ça peut aider à rationaliser déjà les coûts. Effectivement, quand je disais qu'on parlait par exemple des aspects pharmaco-économiques, l'IA, avant on devait faire des calculs, etc. Mais l'IA maintenant peut vous dire que le coût de ce traitement rapporté à la durée, etc. est beaucoup plus pertinent que celui-là, et même des prédictions de résultats en fonction, comme c'est de la médecine aussi de précision qu'elle permet, en fonction du profil du patient, et ça c'est tant mieux pour les structures et pour les patients. Comment définissez-vous aujourd'hui les parcours médicaux? Parce qu'on a tendance peut-être, que cela se fait un peu n'importe où, n'importe comment, parce que j'imagine maintenant avec ce nouvel état d'esprit déjà qui est inspiré par la Fondation en elle-même, là j'imagine que là aussi il faut revoir un peu ce parcours médical, votre travail peut-être que vous avez avec le monde médical d'une manière générale, comment ça va se faire? Alors déjà, il y a une évolution qui s'est opérée par la force des choses. Aujourd'hui, nous avons des profils d'étudiants différents de celui d'il y a quelques années. Les étudiants sont hyper connectés, hyper intelligents, utilisant l'IA, etc. Et donc aujourd'hui, il était inconcevable, par exemple, de dispenser des cours magistraux comme on le faisait avant. Maintenant, l'enseignant, la valeur ajoutée qu'il peut apporter, c'est dans sa manière d'encadrer des étudiants pour utiliser ces outils afin d'aboutir peut-être à des diagnostics ou à des choix thérapeutiques, etc. Et donc tout l'enseignement de la médecine, si on parle que de la médecine, parce qu'au niveau de la fondation, vous savez très bien qu'on opère dans toutes les filiales. Donc on a la médecine, on a la chirurgie dentaire, nous avons l'école de médecine des ingénieurs, nous avons toutes les disciplines liées à la santé. Et donc la formation aujourd'hui intègre de manière importante ces nouvelles technologies, donc dans l'enseignement, dans les travaux dirigés. Mais après, nous avons cette intégration avec l'hôpital qui permet donc une formation immersive. Les étudiants rentrent en contact avec les technologies, que ce soit dans les sites de simulation, où ils vont opérer justement sur des mannequins, sur des machines de simulation, etc. Mais ils sont très rapidement
immerger dans le milieu hospitalier pour justement acquérir les bonnes pratiques avec le fameux compagnonnage des enseignants seniors, etc. Donc c'est un changement que la Fondation a opéré et qui ne tarderait pas, à mon avis, à être benchmarké parce qu'il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, les étudiants sont exigeants et même les gens qui viennent en formation continue sont exigeants. Il n'y a aucune raison de rester en décalage par rapport justement à cette évolution. L'exemple, par exemple, des universités de la Fondation, si on prend par exemple l'université Mohamed VI des sciences et de la santé, elle a digitalisé tous les examens et les concours. Ça permet déjà à ces étudiants justement d'utiliser des outils en ayant des tablettes fournies, des outils avec lesquels ils sont familiarisés, et puis ça permet une meilleure évaluation, d'ailleurs qui est effectuée sur la base des connaissances et des compétences, mais essentiellement des compétences, et donc ça permet justement de la transparence, de la célérité, et puis ça donne confiance à ces jeunes à partir déjà de leur phase d'études dans l'avenir de la santé au Maroc, et c'est ce qui permet, quand ils seraient des professionnels, justement, de croire en ce système, d'y rester et de participer à son développement. Alors, évidemment, tout ce qui a été dit ne peut se faire véritablement sans une courroie de transmission, et là je pense évidemment à l'hôpital de Rabat qui est en pleine préparation. Voilà, c'est un projet gigantesque, révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ce niveau-là? Ça va être, Inch'Allah, un des fleurons, on va dire, de la médecine au Maroc et dans le continent. C'est un hôpital quand même d'une grande capacité litière, dans lequel toutes les spécialités et les hyperspécialités existent. Toute la technologie que vous pouvez imaginer, ou celle que vous ne connaissez pas encore, est embarquée. On est à l'avant-garde. Vous savez, quand on met une IRM, on pense à la 3 Tesla. C'est le NEC plus ultra, c'est le dernier. Vous avez le bloc entièrement intégré. Vous avez de la robotisation, que ce soit en chirurgie, que ce soit en dispensation de médicaments, que ce soit en rééducation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on met en place un modèle de structure innovant sur le plan technologique et innovant sur le plan organisationnel aussi. Et puis, qui reflète très bien cette intégration entre la recherche, le soin et l'enseignement. Et donc, c'est un hôpital universitaire, vous avez les étudiants ceux qui sont formés, que ce soit dans le cadre de la formation continue ou dans la formation initiale, qui sont d'emblée, ils font leurs études dans un environnement hospitalier. Ça veut dire que c'est des gens qui vont se familiariser avec l'hôpital depuis leur jeune âge et pouvoir intégrer de manière, être imbibés, si je peux dire aussi, de la culture de l'hôpital depuis leur jeune âge. Alors c'est un hôpital qui est érigé quand même sur quelques 280 000 mètres carrés. Donc sur le plan de la superficie, il est énorme. Il est d'une capacité qui avoisine les 600 lits, mais extensible, parce qu'on peut monter encore en puissance si le besoin est là. Et surtout, c'est un hôpital qui se veut un modèle de transformation. On parlait tout à l'heure de ces changements qui sont en train d'être opérés et de ces barrières psychologiques à vaincre. Il va être un modèle de transformation inspirant pour toutes les structures, tout simplement parce qu'il va allier la technique, la technologie et surtout l'accessibilité aux soins. Parce que vous savez que la Fondation, elle est, comme je disais tout à l'heure, à but non lucratif, et que nos tarifs pratiqués ainsi que la qualité de prise en charge est une prise en charge irréprochable, que ce soit sur le plan qualité, que ce soit sur le plan coût. Donc je disais que c'est un smart hôpital, et l'ouverture elle est prévue, Inch'Allah, vers octobre de cette année. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Rien que le chantier, si je peux me permettre, rien que le chantier est un excellent modèle à enseigner en termes d'organisation, avec beaucoup d'entreprises marocaines, beaucoup de potentiels marocains. On parlait aussi de la diaspora marocaine qui est là et qui opère aussi dans cette structure, dans différents corps de métier. Et puis, quand même, c'est 4500 ouvriers et corps de métier qui opèrent quotidiennement dans cette structure. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire avec une harmonie extraordinaire, une planification extraordinaire. Vous allez voir, on en parlait en off, si vous allez rien comme on charge, il y a tout un bureau d'études qui s'occupe uniquement, moi ça m'a frappé depuis le premier jour où j'ai visité le chantier,
qui est, vous l'avez vu tout à l'heure, avec toutes les normes de sécurité, les contrôles, les personnes habilitées. Et vraiment, c'est un enseignement pour nous. D'ailleurs, si je peux me permettre, dans le cadre justement de l'intégration de nos étudiants dans cette dynamique, parce que c'est une dynamique formatrice. Aujourd'hui, avec par exemple notre école Mohamed VI des ingénieurs, et on ne discutait pas plus loin qu'avant-hier avec le professeur Absma Jioudi, qui en est la directrice, nos étudiants et techniciens, enfin ingénieurs et techniciens biomédicaux, lorsqu'ils vont venir en immersion dans le chantier pour justement comprendre, voir un peu comment ça se passe, voir les équipements quand ils sont installés, quand ils sont réceptionnés. Et donc, si vous projetez ça vers toutes les spécialités, vous imaginez le degré et justement le potentiel de formation que ça peut avoir et le levier que ça peut avoir pour ces gens-là qui croient en ce Maroc qui se développe et croient en ce modèle de la fondation qu'on veut inspirant. On peut dire qu'avec cette structure, cet hôpital, le domaine de la santé ne sera plus jamais comme avant. Très certainement. On espère bien sûr être une locomotive parce qu'on est bien intégré dans tout le dispositif sanitaire national. On colle à toute la logique justement nationale. Mais aussi, on est ouvert. Et d'ailleurs, nous formons pour l'ensemble des structures. L'Université Mohamed VI, partout où vous allez dans les différentes cliniques, dans les différentes structures de soins, qu'elles soient publiques ou privées, vous allez trouver justement des lauréats de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé qui vont amener aussi les valeurs qu'on leur a inculquées et les manières de faire justement pour faire une contagion positive, voilà, on va dire une diffusion positive, voilà, très bien, pour l'ensemble de leurs pairs. Merci beaucoup, professeur Bennane. Je rappelle que vous êtes directeur général du site Rabat de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Merci encore une fois pour vos réponses. Elles permettront à coup sûr à toutes les personnes qui nous écoutent de se faire une idée précise de l'évolution, on l'a vu, qui est très rapide, des métiers porteurs à venir dans le domaine de la santé. En 2 secondes, allez-y. L'Académie africaine, parce que j'ai oublié d'en parler, ça c'est aussi quelque chose d'important que les citoyens marocains doivent connaître. Aujourd'hui, la Fondation Mohamed VI a donné naissance à l'Académie africaine des sciences de la santé, et qui intègre du potentiel et des grands référents marocains, mais un bon nombre aussi de référents, de chercheurs, de scientifiques et de professionnels de santé africains. Et c'est vraiment l'avenir justement de cette coopération sud-sud. Voilà qui donnera en tout cas un tonus, c'est sûr, au partenariat sud-sud voulu par le Maroc et en haut lieu par Sa Majesté le Roi. Et merci à vous également pour votre fidélité et à très bientôt. Face à l'expert, avec la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé.